François Hollande, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce Face à la rédaction du Républicain Lorrain. Après une entrevue ce matin avec Jean-Claude Juncker, Premier ministre du Grand-Duché du Luxembourg, vous êtes durant 2 jours en Moselle. Ce déplacement est jalonné par des rencontres avec les habitants de l'agglomération Messine, mais aussi avec les candidats PS au cantonal, ainsi qu'avec les militants et les sympathisants à l'occasion d'une réunion publique, mais enfin aussi avec des chefs d'entreprise sur le thème de la politique industrielle. Vous avez également souhaité visiter le Républicain Lorrain et découvrir la réalité d'un titre de presse quotidienne régionale. Bien entendu, la rédaction n'allait pas rater cette opportunité pour vous accueillir pour ce face à la rédaction, que nos lecteurs auront le plaisir de retrouver demain dans nos colonnes et que les internautes retrouveront sur notre site en vidéo dans sa partie intégrale. À côté de moi pour vous interroger, Bernard Maillard et Xavier Brouet, journalistes au service reportage. Durant une trentaine de minutes, je vous propose d'aborder évidemment les sujets qui se trouvent dans l'actualité du jour, mais aussi la politique nationale, votre engagement dans le processus menant à l'élection présidentielle de 2012, sans oublier les dossiers régionaux. Alors commençons, si vous le voulez bien, par les primaires du PS. Vous conditionnez toujours votre candidature pour la primaire à votre réélection à la présidence du Conseil général de la Corrèze. N'est-ce pas prendre un risque inutile ? C'est toujours prendre un risque de se présenter à des élections. Et comme c'est mon cas, puisque je suis de toute façon renouvelable comme président du Conseil général, il m'a paru logique, cohérent, de dire aux Corréziens que de leur vote dépendra mon engagement pour 2012. S'ils m'accordent leur confiance, je n'ai une majorité que d'une voix. Je prendrai ça comme une marque de confiance, qui d'ailleurs peut être comprise comme telle par les Français. Et j'irai plus loin. S'ils ne me l'accordent pas, et ils en ont bien le droit, je ne vois pas comment je pourrais prétendre briguer une responsabilité la plus éminente, celle de président de la République, alors que je n'aurais pas eu la confiance de mes plus proches. Alors si vous êtes renouvelé dans ce mandat de président du Conseil général de Corrèze, qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis? Est-ce que par exemple la candidature de DSK, s'il sort du bois, sera de nature à vous faire changer d'avis? Je ne sais pas si Dominique Strauss-Kahn est dans un bois. Mais moi, je suis sur le champ. Donc, j'avance et rien ne peut me conditionner autre que ma propre conviction et détermination. Qu'est-ce qui vous différencie avec Dominique Strauss-Kahn? Bon, nous avons d'abord beaucoup de choses qui nous rapprochent, heureusement. Mm-hmm. Et je dirais cela de beaucoup de socialistes qui peuvent être éventuellement candidats aux primaires. Mais avec Dominique Strauss-Kahn, nous avons sur les questions économiques un certain nombre de points communs. Mais il y a aussi des différences qui tiennent à nos parcours. Moi, je suis un élu local. J'ai un parcours qui a été jalonné par des batailles électorales comme chef du Parti socialiste. J'ai su rassembler les socialistes et la gauche. Voilà. Et puis, j'ai une conviction qui est celle que j'exprime depuis de longs mois, que c'est autour de la jeunesse que nous devons rassembler le pays parce que c'est la meilleure façon de préparer son avenir. Donc j'essaye de me déterminer par rapport à mes engagements, par rapport à ma propre personnalité, et sans qu'il soit besoin de me singulariser par rapport à tel ou tel. Vous dites souvent la France a besoin d'un président normal. Alors est-ce à dire que la France n'a pas besoin d'un président bling-bling ni d'un président gauche caviar? Et en quoi feriez-vous un président normal? Pourquoi ai-je utilisé cette expression de président normal? Ce n'est pas un président banal. Être président des Français, c'est avoir l'onction de leur suffrage. Donc c'est avoir une responsabilité éminente. Ce n'est pas être un président grisâtre, ordinaire. C'est être un président conscient de ses responsabilités. C'est quoi un président normal? C'est celui qui ne change pas de comportement en fonction des circonstances. C'est celui qui est constant dans ses engagements. C'est celui qui a une vision de son propre pays. C'est celui qui essaye d'avoir une attitude personnelle qui puisse être une référence, un exemple de stabilité. Alors je sais ce qu'est un président anormal. J'en ai fait l'expérience, comme beaucoup de nos concitoyens, pendant plusieurs années. Je ne dis pas qu'ils ne l'aient pas voulu, les Français. Je pense qu'ils avaient besoin, en 2007, après 2 mandats de Jacques Chirac, et je n'oublie pas les mandats de François Mitterrand, c'est un sentiment d'immobilisme, ils avaient envie de bousculer. Mais là, ils ont eu un président qui les a non seulement bousculés, mais basculés.
Et ce qui donne ce sentiment de pessimisme que l'on retrouve. Donc moi je pense qu'il est très important que le prochain président de la République puisse être un réconciliateur, un rassembleur, un réunificateur, et en même temps qu'il ait cette capacité de fixer un cap et de s'y tenir. Quant au comportement personnel, ça compte le comportement personnel. Alors je ne sais pas s'il faut qu'il soit de ce point de vue incontestable, il vaut mieux. Mais il ne s'agit pas d'être ni bling-bling ni gauche caviar. Il s'agit d'être d'abord président respectueux des institutions et respectueux des Français. Nicolas Sarkozy sera ce jeudi face aux Français. Qu'est-ce que vous attendez de cette prestation ? Écoutez, vous dire que j'attends qu'il fasse des annonces ne serait pas sincère. Je pense qu'il n'en fera pas. Il est dans un exercice, il en a parfaitement le droit, d'explication et de pédagogie. Moi, je crois qu'il est trop tard pour Nicolas Sarkozy. Nous sommes à 15 mois de l'élection présidentielle. Je ne vois pas ce qu'il pourra faire en 15 mois qu'il n'ait pas fait depuis maintenant près de 4 ans. Donc il va être dans une rhétorique. Il veut être le président protecteur, le candidat de la protection. Donc il est en campagne, Nicolas Sarkozy, et je ne lui dénie pas cette liberté. Vous dites d'ailleurs que c'est un bon candidat, un mauvais président, mais un bon candidat. Je pense candidat. qu'il faut le prendre au sérieux. Et qu'il y aurait de la part de la gauche, et notamment du Parti socialiste, une faute que de considérer que l'élection serait acquise au prétexte que Nicolas Sarkozy est le plus impopulaire des présidents de la République de la 5e. Il semble vous redouter aussi d'ailleurs, Nicolas Sarkozy. Apparemment, il dit de vous que de tous les adversaires potentiels du PS, c'est encore vous qui craint le plus. C'est un compliment qui vous est revenu déjà aux oreilles ? Je ne sais pas comment il faut prendre la chose. Je ne crois pas qu'on puisse être choisi par ses concurrents. Mais en tout cas, moi, j'essaye de ne pas laisser prise à l'adversaire. C'est-à-dire que je suis différent de Nicolas Sarkozy, pas simplement parce que je suis socialiste, mais parce que la manière avec laquelle je fais de la politique, la manière avec laquelle je me prépare à l'élection présidentielle, la manière avec laquelle je définis ce que doit être le président de la République, fait que le clivage est clair entre Nicolas Sarkozy et moi. Alors justement, s'il y a un bon candidat à droite, il va falloir un bon candidat à gauche. Il va être issu de cette primaire que le Parti socialiste organise. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes vraiment convaincu que cette lourde machine va fonctionner et est-ce que vous n'avez pas peur que ça se transforme en machine à perdre ? C'est une machine, vous avez raison. Il y a des machines qui peuvent faire gagner, d'autres qui peuvent faire perdre. Donc je veux être un machiniste qui arrive à donner le meilleur produit. Je ne suis pas convaincu du calendrier qui a été choisi. Je le trouve tardif. Mais c'est un fait. Et je ne vais pas ici jouer les pleurnicheurs. Ce calendrier est long. Il va nous conduire jusqu'au mois d'octobre. Et donc il faut que les candidats, lorsqu'ils se feront connaître, puissent marquer des différences les uns par rapport aux autres et aussi une solidarité par rapport au projet qui aura été élaboré par le Parti socialiste. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que la primaire, au lieu de rassembler, aggrave l'émiettement des tendances et des sensibilités du PS ? Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de candidats. Peut-être y en aura-t-il 3, 4 ou 5. La dernière fois, il y en a eu 3. Là, c'est un scoop. Hein. Oui, non, c'est pas un scoop. Faites confiance en mon expérience d'ancien premier secrétaire, de bon connaisseur de la vie socialiste. Combien de personnes peuvent prétendre être président de la République ? Parce que là, il ne s'agit pas d'être simplement dans un jeu interne. Nicolas Hulot, par exemple ? Nicolas Hulot, il n'est pas encore membre du Parti socialiste. Il ne s'agit pas d'être un concurrent pour une course qui n'est que socialiste. Ce que nous allons décider, les électeurs qui vont participer à la primaire, c'est du choix du candidat socialiste qui est le seul, je dis bien le seul, à pouvoir être président de la République après Nicolas Sarkozy. Je ne dis pas ça pour, justement, abaisser les autres. Mais enfin, chacun doit être conscient. J'ai beaucoup de respect pour Nicolas Hulot, Jean-Luc Mélenchon, qui d'autre encore, Olivier Besancenot, mais aucun ne peut être au second tour de l'élection présidentielle. Justement, François Hollande, il va y avoir le candidat socialiste, et puis il va y avoir apparemment beaucoup d'autres, à gauche aussi. Mélenchon est en guerre contre
plus contre Strauss-Kahn que contre le PS d'ailleurs. Est-ce qu'avec un tel éparpillement, alors plus au PS cette fois, mais à gauche, on ne va pas arriver à un risque d'un 21 avril bis? Vous avez raison. Cette élection de 2012, elle devrait être mécaniquement gagnée par la gauche. Et il n'est pas sûr qu'il en soit ainsi. D'où le malaise qui existe dans le pays. Majoritairement, les Français ne veulent plus de Nicolas Sarkozy, mais ils ne savent pas qui peut être le successeur de Nicolas Sarkozy. Et il y a une forme de comportement, à gauche notamment, qui est davantage dans la recherche d'une singularité ou d'une identification plutôt que d'un rassemblement. D'où le risque de dispersion. Et moi, je ne l'écarte pas, ce risque. Qui est le plus grand facteur de risque? C'est Mélenchon? C'est le candidat des Verts écolos? Mais c'est tous. S'il n'y en avait qu'un, je vous dirais, très bien, vive la compétition. Et tant mieux, ça peut faire des renforts au second tour. Mais quand on regarde le paysage à gauche, et pas simplement qu'à gauche, 3 candidats trotskistes, 3. Un candidat du Front de gauche, peut-être 2. Un candidat écologiste, peut-être 2 d'ailleurs. Un candidat socialiste, il y en aura qu'un. Plus, on ne sait jamais, Jean-Pierre Chevènement. J'ai entendu que Robert Hue pouvait être tenté. Je n'oublie pas les centristes avec Bayrou et avec peut-être Morin, sans écarter Villepin. Tout cela dans le seul registre de l'opposition. Donc je vois les risques de la dispersion. Or, de quoi avons-nous besoin aujourd'hui? On a besoin de cohérence, on a besoin de force. Ça va être difficile de diriger le pays après 2012. Est-ce qu'on peut diriger un pays quand on a fait 20, 22, 23% au premier tour et à peine 51% au second? Est-ce qu'il ne faut pas être capable d'entraîner une dynamique plus grande encore que sa propre famille politique? C'est ça qui, moi, me détermine quand je vous dis qu'il faut un président normal, qu'il faut un président rassembleur, un président qui soit capable d'élargir. Parce qu'il va falloir régler des problèmes. Et il va falloir les régler avec courage, ténacité, imagination. Donc voilà ce que je préférerais, pour dire le fond de ma pensée, c'est qu'à gauche, on puisse prendre conscience que le rassemblement est meilleur que la dispersion. Est-ce que Mélenchon n'est pas votre allié objectif finalement dans la course à l'investiture? En tapant un boulet rouge sur Dominique Strauss-Kahn, quelque part, il facilite votre hausse dans les sondages d'opinion? Jean-Luc Mélenchon ne m'a guère ménagé quand il était socialiste, et pas davantage depuis qu'il ne l'est plus. Mais moi, je prends la position de ne pas répondre. Non pas que je n'écoute pas, mais parce que je considère que nous n'avons pas à rentrer dans des polémiques internes au sein de la gauche. Et plus précisément, je considère que les socialistes doivent d'abord se comporter comme s'ils étaient déjà les responsables du pays. Et montrer qu'ils sont sur une ligne de force et pas sous les coups de butoir, alors tantôt de Mélenchon, tantôt des écologistes, tantôt d'autres encore. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils entraînent. Et ce qui va compter, c'est la personnalité, bien sûr, qui va incarner le changement, mais aussi le projet qu'il va présenter. Et c'est la raison pour laquelle, je vous l'ai dit, il faut une grande aspiration. Une élection présidentielle, c'est un thème qui s'impose à un moment. Vous vous souvenez de la fracture sociale de Jacques Chirac, vous vous souvenez du travailler plus pour gagner plus de Sarkozy. On peut penser ce qu'on veut de ces thèmes-là. Ils ont à un moment fait résonance. Il faut donc que nous puissions comprendre ce qu'est l'aspiration du pays. Et je crois qu'il y a 2 grandes aspirations. Une aspiration de cohésion. On veut savoir si on peut encore vivre ensemble. Est-ce qu'on peut, dans la France d'aujourd'hui, diverse comme elle est, vivre toute catégorie, toute génération confondue? Et la deuxième aspiration, c'est qu'est-ce qu'on va laisser, qu'est-ce qu'on va donner à cette génération qui vient. Et donc, toutes les priorités qu'on doit définir doivent être en fonction de la jeunesse. François Hollande, je vous propose de quitter le débat sur les primaires et la présidentielle pour nous arrêter sur l'actualité du jour, et notamment la colère des magistrats qui enfle et s'étend après les propos du président de la République suite à l'affaire de Pornic. Or, les Français, et c'est un paradoxe, semblent approuver assez majoritairement le principe de sanction à l'égard des magistrats. Alors, comment rétablir aujourd'hui cette confiance entre la population et les juges? En respectant les règles. Qu'il y ait une enquête qui soit diligentée à la suite d'une tragédie, c'est normal.
Le rôle du président de la République, c'est d'attendre la fin de ces enquêtes pour savoir quelles leçons il faut en tirer. Éventuellement, les responsabilités à viser. C'est exactement le contraire qui a été fait. Le président de la République, lorsque, hélas, la découverte du corps de Laetitia a été confirmée, a commencé à parler d'une nouvelle loi, alors même que les présentes n'avaient pas été effectives dans leur application. Ensuite, il a eu des mots qui ont blessé les magistrats, voire les policiers, alors même que nul ne pouvait identifier quel avait été le manquement des policiers ou des magistrats. Et enfin, et c'est la responsabilité qui est la sienne, alors que depuis des mois et des mois, il était demandé des services supplémentaires, des moyens supplémentaires dans un certain nombre de tribunaux, notamment celui de Nantes, le fait qu'il n'y ait que 17 conseillers d'insertion, alors qu'il y a 800 personnes qu'il faut suivre et accompagner, c'était finalement sa propre responsabilité qui était en cause. Alors moi, je ne veux pas ici rentrer justement dans une polémique qui devient presque outrageante, blessante. Je pense aux parents de la victime, qui ne veulent pas, sans doute, que nous soyons là en train d'utiliser un fait divers dramatique à des fins politiques. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion? La première conclusion, c'est qu'il faut un service de suivi des prisonniers lorsqu'ils ont terminé leur peine. Le deuxième service qu'il faut rendre à la population si elle veut être protégée, c'est de pouvoir avoir une capacité à identifier la localisation, l'adresse de ces prisonniers, ce qui n'était pas le cas pour, hélas, l'individu qui est aujourd'hui en cause. Et puis enfin, il faut qu'il y ait une bonne coopération entre magistrats et policiers. Et elle a manqué ces derniers mois. Mais tout de même, les problèmes d'effectifs dans les palais de justice, ça ne date pas d'hier. Et les gouvernements de gauche n'ont pas non plus trouvé la solution miracle. Mais sûrement, il y a depuis plusieurs années une absence de priorité claire en faveur de la justice. C'est-à-dire que ce n'est pas un secteur qui consomme énormément de moyens humains, mais c'est un secteur absolument indispensable. Nicolas Sarkozy a fait croire qu'il était possible, par des lois répressives, de régler les problèmes. Les lois répressives ne peuvent régler qu'une partie des problèmes. Ils ne règlent pas les problèmes d'avant, ce qu'on appelle la prévention, et ils ne règlent pas les problèmes d'après, ce qu'on appelle le suivi et l'accompagnement. Ben voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc moi, je ne suis pas dans des espèces de conflits, de confrontation. Je suis pour qu'on règle les problèmes. Faut-il par exemple une grande réforme de la justice qui inclurait notamment l'introduction de jurés populaires dans les tribunaux correctionnels pour juger les délits? Cette idée est une nouvelle fois interprétée comme une suspicion à l'égard des juges. Ce qui est dans cette proposition contenue, c'est le principe que les juges ne seraient pas assez sévères et qu'il faudrait y mettre des citoyens pour que la justice soit plus répressive. Or, en matière correctionnelle, toutes les études démontrent que la justice est sévère et que le problème n'est pas tant le prononcé de la peine que son exécution et qu'ensuite le traitement, voire le suivi de ceux qui ont été condamnés et qui ont exécuté leur peine. Donc je préférais qu'on ne prenne pas comme ça des sujets à chaque fois qui créent plus ou moins débat, mais qu'on puisse, en mettant les moyens là où ils sont nécessaires, trouver les réponses et éviter qu'il puisse y avoir des récidives. Même si, permettez-moi de le dire parce que c'est cruel, il y aura toujours des faits divers, il y aura toujours des tragédies. Il faut que leur nombre soit les plus limités possible, mais il n'y a pas de risque zéro dans une société comme la nôtre, même s'il faut essayer de le minimiser. Vous vous êtes rendu en Algérie fin 2010. Diriez-vous que le pays peut vivre les mêmes événements que ceux qu'on a suivis en Tunisie ou en Égypte et quelle devrait être la position de la France? L'Algérie a connu ces dernières années une guerre civile. Nous avons tendance à l'oublier. Une guerre extrêmement douloureuse,
qui a eu de nombreuses victimes. C'est celle qui a été menée par rapport aux groupes islamistes. L'Algérie est un pays qui a un régime qui n'a fait que de timides ouvertures. Et une jeunesse qui, elle aussi, bien formée, aspire à un changement. L'Algérie a les moyens financiers d'assurer son développement, des réserves importantes. Il faut que l'Algérie change. Est-ce que nous devons rester silencieux par rapport à l'Algérie ou par rapport à des pays qui ont été autrefois, parce que c'est le sens de votre question, autrefois colonies françaises ou départements français, c'est le cas de l'Algérie? Eh bien oui. Autant il faut être net, clair dans la condamnation du colonialisme, ce qu'il a pu provoquer sur des populations, ce qu'il a pu être facteur d'exploitation. Il faut d'ailleurs dire que nous avons, de ce point de vue-là, une responsabilité historique. Et en même temps, les années ont passé. La France est porteuse de valeurs de démocratie. Elle n'a à faire aucun complexe, à n'avoir aucune retenue, aucune réserve, et à dire à ces pays qu'ils doivent, eux aussi, faire des élections libres, reconnaître des partis et avoir la démocratie comme régime. Alors voilà qui nous amène au sujet du jour, si je puis dire, sur la polémique autour du récent voyage de Michel Alliot-Marie. Alors vous demandez, je crois aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, vous demandez au chef de l'État de mettre un terme à ce qui, je vous cite, à ce qui a été regardé comme un affaiblissement de la France. En clair, vous réclamez la démission de Michel Alliot-Marie. Je pense que c'est ce qui aurait dû déjà se produire. Elle ne l'a pas entendu ainsi. C'est donc à Nicolas Sarkozy de savoir quel gouvernement il veut avoir et comment il doit travailler. Je vous l'ai dit à l'instant, nous sommes devant un président de la République qui s'était voulu garant de la République irréprochable et qui est aujourd'hui le gérant d'une République irresponsable. C'est-à-dire qu'il accepte qu'au sein de son gouvernement, voire même qu'au sommet de l'État, il puisse y avoir des manquements graves à ce qu'on pourrait appeler l'éthique élémentaire. Et quand il s'agit en plus de la diplomatie, ça ne concerne pas simplement des comportements dont les effets seraient purement intérieurs. Nous sommes regardés, nous sommes observés, et nous avons besoin d'une parole de la France qui porte. Donc jeudi, le président de la République aura à s'expliquer. Sans doute confirmera-t-il Mme Alliot-Marie dans son gouvernement. Donc, il sera le gérant de cette République irresponsable que je dénonce. Lorsqu'on est ministre à temps plein ou à temps partiel, pendant les vacances ou tout le temps? Bon, je ne suis pas dans l'acharnement personnel. Mais franchement, quand on part en vacances en Tunisie et qu'on est ministre des Affaires étrangères, on doit avoir un certain nombre d'informations sur ce qui se passe dans ce pays. Même si on a ses habitudes, il n'est pas nécessaire toujours d'aller dans le même pays quand il connaît un certain nombre de tumultes. Et quand on emprunte un avion, et quand on est ministre des Affaires étrangères, on doit bien connaître les conditions de propriété de l'aéronef utilisé. Bon. Mais en fait, je pense que le problème n'est plus Mme Alliot-Marie. Le problème, c'est Nicolas Sarkozy. Parce que c'est quand même pas la première fois. Nous avons eu un ministre du budget qui était le collecteur de fonds du candidat Sarkozy. C'était déjà audacieux. Nous avons pendant des mois et des mois connu cette situation. Pour finir par voir M. Woerth mis hors du gouvernement à l'occasion du remaniement. Nous avons un ministre de l'Intérieur, je crois, qui a été condamné pour injure raciste. Et puis maintenant, un ministre des Affaires étrangères qui est sous le coup d'une polémique. Il y a un moment où il faut que le président de la République soit comptable de l'image de l'État. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il est le gérant d'une République irresponsable. Bien, je vous propose de passer de la justice tout court à la justice sociale. En 2012, les salaires n'ont augmenté que de 0,3% si on décompte l'inflation. Les bénéfices des entreprises profitent toujours de plus en plus au capital, et plutôt au capital d'ailleurs qu'aux salariés. Comment rétablir, selon vous, cet équilibre ? Le problème est qu'il y a eu une déformation ces dernières années entre la rémunération du travail et la rémunération du capital. Et au sein même de la rémunération du travail, entre les très hauts salaires
et les salaires moyens. Que faut-il faire? Il y a ce qui relève de la négociation dans l'entreprise, et notamment du partage de ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Et puis, il y a ce qui relève de la fiscalité. Nous constatons qu'au niveau de la répartition des bénéfices, les actionnaires ont été extrêmement bien dotés par les dirigeants des entreprises. Et donc, je propose que la fiscalité, notamment l'impôt sur les sociétés, soit modulée selon que le bénéfice est distribué aux actionnaires ou qu'il est réinvesti dans l'entreprise ou reversé aux salariés. Je prends un exemple. Imaginons que le bénéfice soit de 100. Si 50 est reversé aux actionnaires, ce qui est d'ailleurs le cas pour les entreprises du CAC 40, il faut que l'impôt sur les sociétés ne soit pas de 33 sur ces 50, mais de 40 ou de 45. En revanche, si les 50 sont reversés aux salariés ou réinvestis dans l'entreprise, l'impôt sur les sociétés devrait être abaissé à 15 ou 20%. Il y aurait donc là une incitation forte pour aller dans le sens d'une meilleure redistribution du bénéfice en faveur des salariés et surtout en faveur de l'entreprise. En ce qui concerne les dirigeants d'entreprise, est-ce que vous êtes favorable à l'idée du salaire maximum? Dans le secteur public, oui, puisque l'État fixe lui-même les rémunérations. Dans le secteur privé, je considère que c'est à la fiscalité de jouer ce rôle. C'est-à-dire que si des dirigeants d'entreprise se rémunèrent de manière extrêmement favorable, eh bien, ça se tombera sous le coup d'un impôt sur le revenu. Sans risque de fuite des compétences? Par ce système-là, je pense que par le système fiscal, nous arrivons à fixer une donne qui est connue de tous. Mais comment admettre qu'il y ait un écart qui aille de 1 à 400 aujourd'hui dans les entreprises du CAC 40? Moi, je veux que le mérite, le talent, la compétence soient reconnus. Mais pourquoi aller jusque-là? Et si l'entreprise décide d'aller jusque-là, pourquoi ne pas alors considérer que la fiscalité doit jouer son rôle de redistribution? Votre intervention soulève la question de l'harmonisation, en fait, notamment au niveau européen. Vous étiez aujourd'hui au Luxembourg. Alors pour vous, le Luxembourg, c'est un pays comme les autres, ou c'est un pays qui est avant tout un paradis fiscal dénoncé comme tel par une grande majorité des gens de gauche d'ailleurs? Le Luxembourg, c'est un peu une chauve-souris, si vous voulez. Hein, il est oiseau, regardez la qualité de son gouvernement, la capacité qu'a Juncker de nous rappeler à nos engagements européens. Et puis c'est aussi un mammifère qui effectivement a aujourd'hui des règles fiscales qui sont, disons, plutôt favorables. Mais moi, ce que je pense, c'est que le Luxembourg joue un rôle très utile, non pas sur le plan fiscal, mais sur le plan de l'engagement européen. Et qu'il ne servirait à rien d'en faire un bouc émissaire. Au contraire. Aujourd'hui, qui nous dit qu'il faut harmoniser sur le plan social? Qui nous dit qu'il faut garder un système d'indexation des salaires? Qui nous dit qu'il faut avoir des clauses sociales, notamment de droit du travail? C'est le Premier ministre luxembourgeois. Et quand on a un allié comme celui-là, au plan européen, on n'essaye pas de caricaturer le pays dont il est membre. À propos de droit social, François Hollande, en cas de victoire, est-ce que le PS sera capable de tenir sa promesse de revenir à la retraite à 60 ans? Pour ceux qui auront travaillé plus de 41 années, oui. C'est ça le sens de notre engagement. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal de demander à ceux qui ont commencé tôt à travailler de travailler encore plus que les autres. Donc aujourd'hui, il faut avoir 41 années de cotisation pour partir à taux plein. Eh bien, ceux qui auront eu ces 41 années et qui auront 60 ans devront pouvoir avoir la retraite à taux plein. Nicolas Sarkozy était venu à Gandrange pour proposer le statu quo aux salariés d'Arcelor. On sait ce qu'il en est advenu. De quel poids disposent aujourd'hui les responsables politiques face à ces géants de l'économie internationale? Et ce sera la dernière question. D'abord, ces géants ont besoin des États, beaucoup plus qu'ils ne le prétendent. On l'a bien vu d'ailleurs dans la crise financière et économique. Ce sont les États qui ont sauvé le capitalisme bancaire et une partie du capitalisme industriel. La preuve, c'est qu'il a été créé en France un fonds de soutien, un fonds stratégique d'investissement qui a permis à un certain nombre d'entreprises
d'avoir des participations qui les ont redressées. Deuxièmement, il faut savoir engager une politique contractuelle avec les grands groupes. Finalement, en France, nous avons des entreprises du CAC 40 qui sont des leaders dans leur domaine. Et moi, je ne veux pas les caricaturer, je ne veux pas les stigmatiser. Nous en avons absolument besoin de ces grandes entreprises. Ça ne veut pas dire qu'on doit les laisser faire tout et partout. Mais il faut contractualiser. Qu'est-ce qu'elles nous demandent, ces entreprises? Un bon environnement financier, économique, soit, c'est le rôle de l'État, réglementaire. Qu'est-ce que nous leur demandons en échange? On l'a vu sur la politique salariale, on peut le voir sur la politique d'investissement, on peut le voir sur la politique de localisation du territoire. Et enfin, nous avons tout le tissu des PME. Quel est le problème que nous avons par rapport à l'Allemagne? L'Allemagne, elle a des grosses PME, tout en ayant des grandes entreprises. Donc le rôle de l'État et des grandes entreprises françaises, c'est de faire croître les PME. Ce qui suppose là aussi des politiques de sous-traitance, des politiques pour donner des marchés à des entreprises qui sont parmi les plus dynamiques. Alors voilà, ça suppose peu d'éclat de voix et beaucoup de constance. C'est toujours ma version du président normal. Un président anormal, c'est celui qui vient à Gandrange et qui dit qu'il va sauver l'emploi et qui ensuite repart et qui laisse l'entreprise fermée. Voilà, le temps imparti à notre échange vient à son terme. Merci François Hollande d'avoir été l'invité de ce Face à la rédaction de Républicain Lorrain. Merci. Merci à vous.